Voilà, bonjour à tous. Bienvenue à cet atelier de découverte qui va nous permettre d'explorer les capacités d'intégration du data pipeline, qui est donc une fonctionnalité d'ArcGIS Online. Alors, avant de commencer, je me permets de vous rappeler que ce webinaire est enregistré et disponible ensuite en consultation sur la chaîne YouTube d'Esri Belux. Le menu Q&A vous permet de poser toutes vos questions techniques auxquelles on répondra en fin de session ou a posteriori si la réponse n'est pas immédiate pour nous. Le chat sert à poser des questions urgentes, type problème de son ou d'image par exemple. Et enfin, petit rappel du site Esri Community. Si vous utilisez le data pipeline et ne trouvez pas des réponses à vos questions, n'hésitez pas à les poser là-bas. Des experts d'Esri du monde entier le consultent quotidiennement et essayent d'y trouver des réponses. Le webinaire d'aujourd'hui devrait durer aux alentours d'une demi-heure et sera divisé en 3 parties. D'abord, présenter un peu ce qu'est le data pipeline et les possibilités qu'il offre. Ensuite, une démonstration d'une petite dizaine de minutes. Et puis, on clôturera par les aspects licence, crédit et enfin la session de questions et réponses. Alors, Data Pipeline, c'est une capacité d'ArcGIS créée pour vous faciliter l'intégration de données et qui est disponible depuis juin 2023, si je ne me trompe, dans ArcGIS Online. Elle va vous faciliter le processus d'intégration des données à partir de différentes sources qu'on va explorer ensemble. Puis elle va vous permettre aussi d'appliquer des outils de data engineering, spatiaux ou non spatiaux, directement dans ce processus d'intégration. Et tout ça au travers d'une application web facile à utiliser, ne nécessitant pas de connaissances spécifiques de codage ou de programmation. Et c'est une application aussi qui est ArcGIS native, c'est-à-dire, autrement dit, qui ne nécessite pas de licence spécifique et tous les créateurs pourront utiliser le data pipeline dans ArcGIS Online. Alors, cette capacité du data pipeline se structure principalement autour de 3 piliers principaux que l'on va explorer ensemble. D'abord, le processus de lecture, d'intégration de différentes sources de données que l'on va détailler dans un instant. Ensuite, le processus d'exploration et de transformation de la donnée. Et en sortie, la possibilité de générer des couches d'entités hébergées sur votre ArcGIS Online qui seront ensuite utilisables dans les autres produits de la plateforme ArcGIS. À qui s'adresse cet outil? Essentiellement, 3 types de publics. Les analystes SIG, géomaticiens, qui vont rencontrer parfois certaines difficultés dans l'extraction de données et dans le fait de les combiner et de les rassembler. Un autre rôle aussi, les architectes de données, pour qui parfois les temps d'extraction et de préparation des données sont des éléments importants. Les architectes des données ne sont pas toujours aussi des spécialistes de la donnée géographique. Donc ici, on a une interface qui va vous permettre aux architectes de faciliter en tout cas la lecture et la manipulation de données géographiques. Et enfin, les intégrateurs qui sont souvent amenés à écrire des scripts spécifiques pour publier par exemple de la donnée dans ArcGIS Online. Et donc l'idée ici, ça va être de leur faciliter la vie en évitant l'écriture de ces scripts et en automatisant ce processus d'intégration.
Quels sont les prérequis pour l'utilisation d'ArcGIS Online? Pour utiliser le data pipeline, vous devez être utilisateur de type Creator ou plus, avec un rôle de publication afin de vous permettre de créer et publier des données. Donc, les capacités incluses du coup pour l'utilisateur, c'est quoi? Ben, tout d'abord, c'est créer et sauvegarder ce qu'on appelle des data stores. C'est tout ce qui est stockage cloud et base de données cloud. Et modifier des pipelines de données au travers de l'interface utilisateur qu'on va découvrir juste après. Exécuter ces pipelines de données de façon interactive. Et enfin, vous allez pouvoir également planifier l'exécution d'un projet data pipeline de façon périodique, cyclique ou à un moment bien précis dans le temps. Donc, comme dit précédemment, le travail dans le data pipeline va s'articuler autour de 3 étapes principales. La première étape, à gauche, la connexion à une ou plusieurs sources de données. Ensuite, au milieu, l'utilisation d'un ou plusieurs outils disponibles dans le catalogue, dont on a un aperçu ici à l'écran. Et puis tout à droite, enfin en sortie, la troisième étape, le paramétrage et l'écriture de la couche de données qui va résulter de cette intégration. Alors, regardons d'un petit peu plus près les données en entrée disponibles. On va pouvoir d'abord lire un fichier. Fichier qui va pouvoir provenir de 2 sources. D'abord, un fichier stocké sur votre appareil, un Google Drive, une Dropbox, ou même sur votre portail. Ou alors, un fichier à aller récupérer via une URL publique. Ce qui pourrait par exemple vous donner la possibilité d'accéder à des données en open data. Dans ce cas, dans ce cas de fichier, les formats lisibles en entrée sont à peu près, à peu de choses près, les mêmes. On a du GeoJSON, du CSV, on a l'Apache Parquet, ou GeoParquet, et du shapefile ou une file GDB si ce n'est pas via une URL publique. Ensuite, pour le stockage cloud, on a accès à Amazon S3, pouvoir se connecter donc à des buckets et récupérer les données sous forme de fichiers. Et pareil pour Microsoft Azure, avec la possibilité de se connecter à des blobs Azure. Dans ce cas-là, les fichiers lisibles seront des shapefiles, GeoJSON, Parquet, CSV et les fichiers ORC qui sont un standard plutôt utilisé aux États-Unis, un peu moins en Europe. Pour ce qui est des bases de données cloud, c'est-à-dire, c'est à ce jour l'accès, ce qui a en tout cas qui est implémenté, c'est à ce jour des accès aux bases de données Google BigQuery et Snowflake qui vont nous permettre cette fois-ci d'attaquer des tables directement que nous allons pouvoir ensuite utiliser et transformer en données hébergées. Et puis pour terminer, tout en bas, à gauche, n'oublions pas la possibilité d'aller lire en entrée une couche d'entité qui va être, elle, directement hébergée sur votre ArcGIS Online. Notez que si vous vous connectez à un cloud ou à une base de données cloud, vous allez également créer dans votre ArcGIS Online un élément qui est peut-être un peu méconnu, ce qu'on appelle un data store, qui reprendra les informations de connexion à cet élément et qui sera réutilisable par la suite. Explorons ensuite un peu la deuxième phase, les outils. Ils vont permettre de visualiser et manipuler les données que vous avez lues. On en retrouve actuellement 17
Ils sont classés principalement en 4 catégories. Le nettoyage des données, la création, construction de données ou d'attributs, le formatage des données, et enfin l'intégration des données. Vous allez retrouver là des outils bien connus de la plateforme Esri, comme le filtre des données par attribut, garder certains champs, effacer d'autres, retirer des doublons, calculer des nouveaux champs ou une nouvelle géométrie, reprojeter vos données, ou alors des outils d'assemblage classiques comme le dissolve, le join, le merge, ou la possibilité de faire des résumés sur vos attributs. Et pour terminer, donc la troisième phase, le troisième pilier, donc c'était la partie écriture des données en sortie, où là, comme expliqué déjà précédemment, on va écrire le résultat de notre intégration de données dans une couche d'entité hébergée. Et là, on a 3 méthodes d'écriture possibles. On va pouvoir soit créer un nouveau fichier dans notre ArcGIS Online, on va pouvoir remplacer un fichier existant, ce qui peut être particulièrement utile si, par exemple, une fois par an, vous décidez de réécrire un fichier qui est ensuite utilisé par d'autres applications, comme un Experience Builder ou un dashboard. Donc, l'ID de votre objet dans votre ArcGIS Online reste le même, donc il est toujours réutilisable dans toutes les autres applications qui utilisent cette couche ultérieurement. Et puis, dernière possibilité, la possibilité de plutôt concaténer, ajouter des données à un fichier déjà existant dans votre ArcGIS Online. Et donc, vous mettez à jour votre fichier avec des nouvelles données. Alors, passons maintenant à la petite démonstration. Alors, la petite démonstration, ici, vous êtes dans votre environnement ArcGIS Online. Ce qu'on voit, c'est que voilà, la petite vidéo démarre. Donc, le data pipeline est accessible via le menu classique de lanceur d'application en haut à droite dans votre ArcGIS Online. Et on voit également que lorsque vous créez un objet dans votre data pipeline, vous avez un élément de type data pipeline qui est créé dans votre ArcGIS Online. Alors ici, on se retrouve dans l'interface du data pipeline qui va permettre donc de créer un nouveau data pipeline. Et donc, dès qu'on se crée, on voit qu'en fait, on se connecte à une instance de calcul, à un ordinateur finalement à distance, sur lequel, j'y reviendrai un peu après, on voit qu'on va dans les informations sur la consommation de crédit qui est en cours et qui est lancée. À gauche, un menu avec principalement les 3 grandes phases, la préparation des données d'entrée, les outils qu'on va pouvoir sélectionner, choisir et ajouter, et le 3e menu, la création des fichiers de sortie qui vous permet d'ajouter un fichier de sortie. 2 autres petits menus qui vont vous permettre de voir les notes générales de votre pipeline ou de différents éléments individuels, et puis après des menus classiques de sauvegarde et de sauvegarde. En haut à droite, petite barre d'outils également qui va vous permettre plutôt d'interagir avec, vous allez voir, le data pipeline en tant que tel. Alors, ici, pour commencer, on a importé une première couche qui est un fichier GeoJSON qui est accessible via une URL publique pour lequel on a activé le cache. Et donc, vous voyez qu'en cliquant sur cet objet, on a directement un bouton Preview qui va nous permettre de prévisualiser directement la donnée. On a un petit menu qui s'ouvre en bas et on a différentes possibilités de visualiser la donnée sous forme d'abord attributaire avec des outils classiques de classification de champs, sous forme géométrique, s'il y a une géométrie qui est associée, ici, en pouvant éventuellement interroger une entité pour quand même voir les outils les attributs qui sont associés. Là, quelques fonctionnalités de base, comme changer un fond de plan si c'est nécessaire. Et enfin, une vue plutôt de type schéma. Vous allez voir le schéma des données tel qu'il est constitué. Et pour chaque objet que vous allez mettre dans votre workflow, ici, pipeline, vous avez la possibilité de le renommer. Ici, on va le renommer en input data, ou de le commenter, d'ajouter des notes si jamais un autre utilisateur, par exemple, souhaite accéder à votre data pipeline ultérieurement et de comprendre ce que vous avez fait.
Alors, après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir donc ajouter des outils. Donc ici, en ouvrant le petit menu d'outils, vous allez pouvoir choisir un outil au choix que vous allez ajouter. Donc ici, on est sur une emprise. On a vu que le fichier qu'on avait importé, c'était l'emprise des communes avec énormément de champs. Et donc, dans une première étape, parce qu'on va vouloir un peu, par exemple, nettoyer les données. On va dire qu'on a trop de champs qui sont trop d'attributs. On ne veut pas tout garder. Donc ici, j'ai utilisé l'attribut select fields. Et donc, en voulant par exemple garder que les attributs qui sont par exemple en français, je vais choisir de ne garder que les attributs qui sont en français. Je clique sur Done et directement je vais prévisualiser ma donnée. Pas besoin de faire tourner mon modèle et directement je prévisualise ma donnée. Ce que je vois, c'est que j'ai pas de géométrie et par contre que j'ai bien les attributs. Pourquoi j'ai pas de géométrie? Parce que dans les champs que j'ai choisi de garder, j'ai pas coché géométrie. Je l'active, je refais ma prévisualisation et directement en temps réel, vous allez voir que maintenant, la géométrie est bien encapsulée et est bien gardée dans mon process. Alors, je vais rajouter une autre couche de données, une couche de données ici, par exemple, qui est hébergée sur mon Nargis Online, et je vais rajouter, par exemple, les communes du Luxembourg, parce que je souhaiterais créer un fichier de communes qui rassemble les communes du Luxembourg et de la Belgique. J'ai sélectionné ici un petit fichier que je suis directement allé chercher dans mon Nargis Online. Et là, pareil, on va pouvoir visualiser la donnée et on va voir très vite que en inspectant les données, on a énormément de doublons dans ces données. Vous allez voir que l'ID ici, j'ai plusieurs fois le même ID. Et quand on va regarder sur la carte les objets un petit peu, on va cliquer sur un objet, cliquer par exemple ici sur la commune de Clairvaux. On va voir qu'à Clairvaux, ici, par exemple, on voit qu'on a 9 objets, 9 objets avec une géométrie identique. Et en fait, si on fait un peu évoluer, on voit que c'est en fait c'est des objets, pour chaque année, on a une emprise de commune. Donc on a des doublons, ça ne nous intéresse pas pour le travail final qu'on veut faire. Donc ici, on va par exemple choisir de retirer les dupliqués, les éléments dupliqués. Ici, je vais connecter mon petit outil Remove Duplicate à mon input de commune de Luxembourg et je vais choisir de le retirer les dupliqués sur base de l'attribut ID. En utilisant le petit bouton ici en haut, je refais ma mise en page. Et derrière ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi déjà nettoyer un petit peu les attributs et dire, ben voilà, en fait, j'ai pas besoin de tous mes attributs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste d'avoir mes emprises de communes et les noms de communes. Donc, je vais uniquement garder les noms et la géométrie, parce que je veux toujours garder la géométrie. En faisant ça, ben, qu'est-ce que j'ai ici en bout de chaîne sur le Luxembourg? Ben, j'ai ma géométrie du Luxembourg avec tous mes noms de communes. Et ici, je vais faire pareil sur mon fichier de géométrie sur la Belgique. Je ne vais garder que les noms. Et ensuite, ben, je vais fusionner ces données, donc je vais les intégrer entre elles. Il me propose ici de choisir mes données en entrée. On voit que assez facilement, je connecte mes deux données en entrée. Je clique sur le petit bouton pour refaire une mise en page un peu plus propre. Et donc ici, je vais fusionner ma donnée d'emprise de Luxembourg, des communes de Luxembourg et de Belgique ensemble. Et je vais créer une nouvelle couche en sortie à laquelle je vais pouvoir lui donner un nom. Je vais pouvoir choisir si je veux éventuellement écrire, surécrire, écraser des données existantes, le répertoire dans lequel j'écris, et je peux déjà ici même prévisualiser le résultat tel qu'il va être apparaître, alors que je n'ai pas encore écrit la donnée. Donc ici, voilà, je prévisualise et le résultat sera celui-ci. Donc je vois bien que j'ai mes communes du Luxembourg qui sont fusionnées avec mes communes de la Belgique. Je remets une petite mise en page et après je peux exécuter donc mon modèle de façon instantanée en appuyant sur le bouton Run où on a une petite fenêtre de log qui nous permet de voir des informations, des warnings, etc. si le projet a craché. Et donc on voit ici que j'ai créé une couche dans mon ArcGIS Online directement après AppLab dans toute autre application ArcGIS Online. Donc ici une petite carte dans laquelle on a appelé la couche utilisée. Voilà.
Dernière chose, la possibilité de programmer ce pipeline. Donc ici, vous voyez que vous pouvez donner un nom à cette tâche, de décider de la faire tourner, par exemple, chaque semaine, et donc ici, de dire, ben voilà, chaque semaine, chaque lundi matin, à 5, 6, 7 heures du matin, je vais choisir de faire tourner mon modèle. Je peux choisir de le faire tourner de façon indéfinie ou de dire, ben voilà, je voudrais bien que ça se termine en fait le 3 juin. Et pour éviter un data pipeline qui crache ou qui consomme beaucoup de crédit, je vais limiter le temps auquel va être connecté mon instance. Si jamais il y avait un problème, je vais le limiter à 10 minutes. Et donc, comme ça, je sauvegarde et je viens de créer un workflow d'intégration de données que j'ai programmé et qui va maintenant s'exécuter automatiquement chaque lundi matin à l'avenir. Voilà pour la petite démo. Donc, après cette démo, ce que vous devez retenir, finalement, c'est que le data pipeline, c'est un ETL léger qui va vous permettre de lire des données en entrée depuis différentes sources de données, d'y appliquer des outils de conversion, de manipulation, et de créer le résultat dans une couve d'entités hébergée dans votre Argis Online. Le data pipeline peut être lancé de façon interactive, immédiate, et dans ce cas, le résultat est écrit instantanément, ou alors vous pouvez le programmer pour qu'il soit lancé à intervalles périodiques ou à une date ultérieure, comme finalement vous pourriez le faire au travers d'un Windows Task Scheduler, pour ceux qui connaissent et l'utilisent. Et puis, dernier point aussi à retenir, il ne nécessite pas de licence spécifique à partir du moment où vous avez un compte Argis Online, donc à minima un Creator. Vous avez accès à cet outil. Alors, qu'en est-il de la consommation des crédits lorsque vous l'utilisez? Donc, si vous êtes en mode interactif et connecté à une instance de calcul comme ici dans la démo, le taux de crédit à l'heure, c'est de 50 crédits comptabilisés à la minute avec un minima de 10 minutes. Si vous êtes par contre en mode planifié ou en appelant votre data pipeline via une API Python par exemple, les travaux ne consomment des crédits que quand le pipeline est en cours d'exécution. Dans ce cas-là, le tarif est de 70 crédits à l'heure, calculé à la minute, comme pour le mode interactif, mais sans facturation minimale dans ce cas-là. Un mot encore sur le produit, sur sa roadmap d'évolution. Donc, c'est un produit qui est mis à jour avec les mises à jour d'Argis Online. Donc, nous sommes normalement sur des releases de 2 à 3 fois par an, normalement plutôt 3 fois par an. Et les 2 dernières releases ici sont venues avec les dernières mises à jour d'Argis Online, c'est-à-dire novembre 2024 et février 2025. Donc, c'est un produit qui est en évolution. Pour le moment, les releases actuelles et les dernières releases, elles ont pour but principalement d'élargir la gamme d'outils de traitement des données et la gamme de formats de données en entrée qu'on peut lire. Sur le long terme, par contre, et sans vue très claire pour le moment sur le calendrier, Esri travaille sur l'intégration de cet outil dans Argis Enterprise, car il n'est pas encore inclus dans Argis Enterprise. La possibilité d'inclure aussi un outil de géocodage et normalement la possibilité aussi de connecter le flux Data Pipelines au Workflow Manager, qui permettrait ensuite de déclencher d'autres triggers et d'autres activités. Pour terminer, quelques ressources utiles que je vous invite à consulter, et notamment le tout dernier lien, qui est une documentation à destination des architectes IT, qui doivent d'abord choisir les solutions applicatives les meilleures en fonction de leurs besoins,
Et vous y trouverez là, moi je trouve des précieuses informations pour comparer un data pipeline à, par exemple, un data interops ou un FME ou à d'autres ETL tools. On a également ajouté ici dans la doc un lien vers la page de calcul des crédits et puis la documentation classique du produit et les requirements nécessaires, comme par exemple les versions de votre navigateur Internet qui supportent le data pipeline.